les usiniers, tous les marchands de faux savoir qui en certifient le parchemin de la fausseté par les déclarations du genre logoré à la télévision ne sont pas des juristes. Ne vous laissez pas abuser par ces gens-là que le président de la République ait violé la loi en n'ayant pas bien appliqué ou apprécié l'applicabilité, sinon l'application des dispositions constitutionnelles. Est-ce pour autant qu'il peut être poursuivi? Le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. C'est pour cette raison, d'ailleurs lui-même, je suis l'un de ses soutiens farouches. Farouche, passez-moi l'expression, inconditionnelle. Eh bien, lui-même a toujours dit qu'il n'est pas Dieu. Et je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned and keep. Ndé non pas les grands boss. 10 ans d'avance, mouke image. Ndé non pas naïe. S'abonner na Africa Network TV. Bauti bozola la chaîne biso ya Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Ah bon, nous sommes court penda base de la petit numéro. Blaise Makozo Yoka. 1.0D. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission. Je reçois pour vous Monsieur Verlin Kaïsamba. Avec lui, nous allons faire le point sur la possibilité de déchéance du chef de l'État. Monsieur Verlin Kaïsamba, merci de nous recevoir. Merci beaucoup, madame, et bienvenue chez moi. Merci. Pouvez-vous nous faire une brève description de vous? Qui est Monsieur Verlin Kaïsamba? Verlin Kaïsamba, je suis avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Je suis juriste bien entendu et chercheur en droit. Tout court. En tant que juriste, avocat, pouvez-vous nous dire que dit la Constitution au sujet de la destitution du chef de l'État? Bien, écoutez, je voudrais m'exprimer sur ce sujet en y allant de manière méthodique et probablement pédagogique. C'est-à-dire ramasser toutes les questions qui ont fait couler beaucoup d'encre et des salives à propos des actes du président de la République ayant trait à la nomination notamment des magistrats, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Si on parle aujourd'hui de destitution du président de la République, je ne sais même pas s'il faut en rire ou en pleurer par rapport à ceux qui véhiculent ce bruit malsain. Il faudra repartir à l'origine, c'est-à-dire à propos des ordonnances signées par le président de la République et contresignées par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, faisant office du Premier ministre. Je vais demander votre indulgence pour que vous me permettiez de commencer par là, parce que c'est ça même la source de toute cette polémique qui n'a pas d'ailleurs sa raison d'être. La première des choses, c'est que beaucoup de pseudo-juristes, beaucoup de détenteurs des diplômes en droit, docteurs, licenciés, gradués ou je ne sais quoi d'autres diplômes ont des gens dans ce pays, ont prétendu faussement que les ordonnances du président de la République ayant nommé entre autres les hauts magistrats, parce que contresignées par le ministre de l'Intérieur à la place du Premier ministre en personne, n'avaient pas toute la légalité voulue, n'était pas régulière, aurait violé la Constitution. Madame, c'est, je dirais, la première fois que je m'exprime sur cette question. Je voudrais que, après mes explications ici, les gens revoient leur façon de voir les choses. J'ai entendu des bouches des personnalités qui ont été présentées dans ce pays comme étant des grandes têtes pensantes que le fait pour le ministre de l'Intérieur d'avoir signé ce genre d'ordonnance ayant pour but de nommer
des hauts magistrats, des généraux, ainsi de suite, était une irrégularité parce que, disait-il, l'intérim ne devrait se limiter que à des actes de gestion courante, c'est-à-dire des affaires courantes. Madame, l'intérim tout court, c'est un laps de temps pendant lequel une autorité est désignée pour en remplacer une autre en l'absence de cette dernière jusqu'à ce que celle-ci revienne aux fonctions de sa position. Mais la plus grande question qu'il faudra se poser est de savoir, est-ce que lorsque le Premier ministre avait laissé l'intérim au ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur avait la plénitude du pouvoir du Premier ministre. Ici, chez nous, nous n'avons pas encore la grande culture de la Cour constitutionnelle, et de ceci et de cela. Mais il y a des pays de grande tradition juridico-judiciaire de qui ou desquels nous avons hérité ce système de 3 têtes de la juridiction ou des juridictions, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et la Cour de cassation. L'un de ces pays, naturellement, c'est la France qui nous a toujours inspirés. En France, parce que quand les soi-disant professeurs d'université passent à la télévision pour raconter des choses, à défaut de grandes jurisprudences ici chez nous, ils devraient faire du droit comparé. En 1989, le Conseil constitutionnel français, c'est l'équivalent de notre Cour constitutionnelle, s'était déjà exprimé, prononcé sur le cas pareil. Alors que Michel Rocard, Premier ministre d'alors, était empêché, le président Mitterrand avait désigné, parce qu'en France, selon l'article 5 de leur constitution, c'est le président par décret qui désigne l'intérimaire du Premier ministre. Bien sûr que son décret est contresigné par le Premier ministre lui-même, s'il n'est pas déjà empêché. Mais ici, chez nous, à défaut d'une organisation constitutionnelle ou légale, c'est le Premier ministre lui-même qui désigne dans l'ordre hiérarchique, sinon de préséance de ses ministres, qui doit le remplacer. Alors, le président Mitterrand avait désigné M. Lionel Jospin, à l'époque ministre d'État, ministre d'éducation, des sports et des jeunesses, pour faire l'intérim du Premier ministre Michel Rocard. Pendant ce temps, il y avait un débat au sein de l'Assemblée nationale française pour faire passer un projet de loi que le Premier ministre Rocard avait présenté sur les effets militaires, le budget militaire pour 1990, 1991 et 1992. Et comme le gouvernement Rocard avait du mal à faire passer ce projet de loi au sein de l'Assemblée nationale, le Premier ministre ad interim, Lionel Jospin en son temps, avait fait un passage en force, comme c'est l'habitude en France, en usant de ce qu'on appelle en France 49.3, c'est-à-dire l'article 49 de la Constitution, alinéa 3, qui veut que lorsque le gouvernement ne parvient pas à faire passer, à faire adopter un projet de loi au sein de l'Assemblée nationale, le gouvernement peut faire promulguer cette loi auprès du président de la République sans que la dite loi ne soit votée. Contrairement aux tambourinaires congolais, comme les appelle le professeur Mbata, le professeur Kamana et Mandiolo Guillaume les appellent les usiniers, les vendeurs de fausses connaissances qui en certifient le parchemin de la fausseté. Au lieu d'aller saisir les juridictions compétentes, ils font du bruit sur des faussetés. Mais les opposants français, eux, avaient saisi le Conseil constitutionnel et lui ont posé la question de savoir, est-ce que un Premier ministre ad interim, l'intérimaire du Premier ministre, pouvait user de tous les pouvoirs du Premier ministre jusqu'à faire usage du 49.3. Et le Conseil constitutionnel français a répondu. J'aimerais vous lire les conclusions du Conseil constitutionnel français. C'était sa décision numéro 89-264 du 9 janvier 1990, où le Conseil dit ceci. Je vais juste à la fin,
que le président de la République, ayant désigné M. Jospin pour faire l'intérim du Premier ministre, avait fait bonne application de l'article 5 de la Constitution française. Que de ce fait renchérit la Cour, M. Jospin, tenez-vous bien, possédait l'intégrité, je dis bien l'intégrité, de pouvoir attaché à la fonction qui lui était confiée à titre intérimaire. Et la Cour continue qu'il avait par la suite compétence pour engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte en application du 3e alinéa de l'article 9 de la Constitution. Donc, sur ce point-là, de savoir si les décisions, les ordonnances du président de la République étaient régulières plutôt, parce qu'elles ont été contresignées par le Premier ministre ad interim Kankonde, vous allez dire à tous ceux qui passeront devant votre micro ici que le Conseil constitutionnel français avait déjà déclaré que lorsque le Premier ministre a désigné un intérimaire, ce dernier a l'intégralité de pouvoir attaché à la fonction qui lui avait été confiée par intérim. Ce débat donc est clos. Maintenant, on en vient à savoir si ces ordonnances régulières, au vu de ce que nous venons de voir, étaient aussi régulières en ce qu'elles avaient nommé des juges de la Cour constitutionnelle. J'ai entendu des arguments. Le premier argument, c'est que on dit que non, les magistrats du siège sont inamovibles. Encore une notion mal maîtrisée par les pseudo-juristes. Pour dire, selon eux, que lorsque l'on est magistrat de siège, on ne peut pas être bougé. Mais l'inamovibilité des magistrats de siège est prévue par l'article 150 de la Constitution, alinéa 2. Je vous lis cet alinéa in extenso. Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. Vous comprenez? Déjà, c'est le français, hein? Ce n'est pas du droit aussi technique que ça peut l'être par moment. Vous comprenez déjà que cette inamovibilité est nuancée par le constituant lui-même. Il dit que le magistrat du siège est là, mais il peut être bougé, déplacé par une nouvelle nomination décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, est-ce que le président de la République, en déplaçant le juge Ouboulou et Kilomba, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, n'est-il pas dans la conformité de la Constitution ou en conformité par la volonté de l'article 150 de la Constitution? Le Conseil supérieur de la magistrature vous a-t-il dit, a-t-il fait une déclaration disant que ce n'est pas lui qui avait proposé ces juges-là? Mais allons plus loin, parce que j'ai entendu d'autres dire encore que non, la Constitution veut que les juges de la Cour constitutionnelle ne finissent leur mandat que par le tirage au sort après avoir consommé au moins 3 ans. Non, ce sont des racontards qui n'ont aucun fondement en droit. Des racontards qui sortent des avocats, des magistrats, mais n'est-ce pas une honte pour la population congolaise? Parce que tout ce que vous êtes en train de dire vient de la Constitution. On a combien de constitutions ici en République démocratique du Congo s'il y a des racontards pareils? Bon, je vous ai dit ici déjà que tous ceux qui se présentent dans vos médias là comme étant des juristes, ils ne le sont pas du tout. Il y a des détenteurs de diplômes sans être juristes.
me disait le grand maître Kalongo Mbikaï, je m'incline devant la science et que l'âme du grand maître repose en paix. Je disais donc que les gens peuvent venir raconter leur petite vie sans comprendre les textes. Tous ceux qui vous disent à travers les médias que les mandats des juges constitutionnels ou des membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent se terminer que par la consommation de 3 ans et par tirage au sort, n'ont pas lu la loi. S'ils l'ont lu, ils l'ont mal lu. S'ils l'ont bien lu, ils ne l'ont pas comprise. Mais s'ils l'ont comprise, c'est au travers. Madame, l'article 31 de la loi portant organisation, fonctionnement de la Cour constitutionnelle dit ceci, que les fonctions de membres de la Cour ou du parquet général et celles des conseillers référendaires, donc de la Cour constitutionnelle, sont incompatibles avec, entre autres, l'exercice de tout emploi public. L'article 31 énumère les fonctions qui sont incompatibles avec la qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Mais que dit l'article 34? L'article 34 vous dit ceci, que tout membre de la Cour constitutionnelle qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article 31 de la présente loi a l'option, dans un délai de 8 jours, à compter de la date de la nomination de la notification de sa nomination, à défaut, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre de la Cour. Ça veut dire quoi? Parce que là, c'est ici que les juristes se rencontrent, disait le grand maître. Il faut savoir faire l'exégèse des textes légaux. L'article 31 prévoit les fonctions qui sont incompatibles avec la qualité des membres de la Cour constitutionnelle. L'article 34 dit, si vous êtes nommé, tout membre de la Cour constitutionnelle, qui est nommé à des fonctions incompatibles avec sa qualité de membre de la Cour constitutionnelle, a l'option à lever, soit accepter ces nouvelles nominations, ou rester membre de la Cour constitutionnelle. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le législateur, déjà, a prévu la possibilité que, tout en étant déjà membre de la Cour constitutionnelle, l'on peut être nommé à une autre fonction qui est incompatible avec la qualité de membre de la Cour constitutionnelle. En d'autres termes encore, si le législateur n'avait prévu la fin du mandat dans 3 ans et le mode de tirage au sort comme l'unique moyen, l'unique fait par lequel un membre de la Cour constitutionnelle peut quitter ses fonctions, il n'aurait pas prévu l'article 31 et l'article 34. Lorsque le législateur vous dit que vous, membre de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire que c'est une possibilité qui veut que vous soyez déjà membre de la Cour constitutionnelle. Si vous êtes nommé ailleurs, c'est encore une possibilité entrevue, prévue par le législateur que on peut déjà être membre de la Cour constitutionnelle, mais être nommé encore ailleurs. Et si les fonctions nouvelles auxquelles vous êtes nommé, vous, membre de la Cour constitutionnelle, sont incompatibles avec votre qualité de membre de la Cour constitutionnelle, vous opérez un choix dans 8 jours. Si vous n'avez pas opéré ce choix, vous êtes réputé démissionnaire. C'est une démission d'office que prévoit l'article 35 de la même loi. Kilomba et Ouboulou, n'ayant pas opéré ce choix dans le délai imparti par la loi, ils ont été déjà considérés comme ayant démissionné de leurs fonctions de membres de la Cour constitutionnelle. Ce que vous essayez de nous dire, Maître Verlin, est que ce changement n'est pas qualifié comme étant une violation de la Constitution. Ce changement ne peut pas être qualifié comme violation de la Constitution parce que je viens de vous démontrer qu'il n'est pas basé sur une quelconque disposition légale ou disposition réglementaire contra-légem ou anticonstitutionnelle ou inconstitutionnelle. Mais admettons, maintenant j'en viens à votre première question. Admettons que
le président de la République ait violé la loi en n'ayant pas bien appliqué ou apprécié l'applicabilité, sinon l'application des dispositions constitutionnelles. Est-ce pour autant qu'il peut être poursuivi pour haute trahison? Parce que les dispositions constitutionnelles qui définissent la haute trahison disent qu'il faut que ce soit une violation intentionnelle. Et l'intentionnalité de la violation doit être prouvée. Et cette intentionnalité ne peut être prouvée que par l'accusateur. Et selon les dispositions constitutionnelles de notre pays, seul, et alors je dis seul, le procureur général voulais-je dire, près la Cour constitutionnelle est l'unique, et alors l'unique accusateur du président de la République. Comment? Lorsque vous lisez les articles 101, j'ai l'impression que vous vouliez me poser une question. Non, allez-y. Je peux continuer. Oui. Alors, lorsque le président est soupçonné d'avoir posé des actes de violation intentionnelle, j'insiste sur le terme intentionnel de la Constitution, toutes les dénonciations, je dis bien toutes les dénonciations, doivent être dirigées auprès du procureur général près la Cour constitutionnelle. Ni la Cour constitutionnelle elle-même, ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat, ni le Congrès de notre Parlement ne sont habilités à se saisir d'office de la procédure tendant à mettre en accusation le président de la République. Lorsque vous lisez les articles 101 de notre Constitution et 71 de la loi du règlement intérieur l'article 101 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle et 71 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, on vous dit que lorsque le procureur général a les informations le convainquant d'ouvrir un dossier pénal contre le président de la République, il demande l'autorisation d'engager les poursuites contre le président au Congrès. Le procureur général initie une requête en vue d'obtention de l'autorisation d'ouvrir un dossier pénal contre le président, c'est-à-dire d'entamer les poursuites pénales contre le président. Et lorsque cette autorisation lui est donnée par le Parlement, il ouvre le dossier, il entend le président de la République et d'autres personnes qui peuvent l'édifier par rapport à cette violation intentionnelle de la Constitution. Et lorsqu'il boucle son enquête, et il pense qu'il faudra maintenant saisir la Cour constitutionnelle qui est le juge pénal du président de la République, il revient encore au Parlement avec une requête tendant cette fois-ci à obtenir l'autorisation de mettre en accusation le président de la République. Article 103 de la loi organique et 73 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Et le Parlement se réunit encore et vote pour donner l'autorisation au procureur général, le droit, disons, l'autorisation de saisir maintenant la Cour constitutionnelle. Le procureur demande le droit d'initier la saisine de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle elle-même ne peut même pas se saisir. C'est ainsi que je rigolais lorsque les gens disaient non, Lamba un plan pour faire ceci. Non, la Cour constitutionnelle ne peut pas se saisir d'office. Il faut que ce soit le procureur général précepteur. Maître Verlin, au sujet de tout ce que vous avez dit, que pensez-vous des déclarations de Martin Fayoulou et de Théodore Ngoy? Ah, mais moi, je pense que Martin Fayoulou nous avait habitués à amuser la galerie par les danses, les chansons. Bon, maintenant, peut-être que l'âge l'a rattrapé, il ne sait plus nous égayer par la danse. Il commence maintenant à nous provoquer. Parce que vous pouvez danser, c'est donné à tout le monde. Lorsque vous venez maintenant provoquer les scientifiques, les juristes que nous sommes pour écocher la science pour laquelle nous avons sacrifié notre jeunesse,
ça nous énerve. Il n'est peut-être pas juriste, mais Théodore Ngoï, il est. Ah, là, je devrais être encore plus sérieux. Mais avant de le rappeler à la lecture de tout ce que je viens de développer, c'est-à-dire les articles 101 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, 71 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, 103 de la même loi ainsi que 73 du règlement intérieur, je vais le rappeler quand même à l'observance des règles déontologiques. Écoutez, je suis avocat, vous êtes ici dans mon bureau. Si vous venez demain et vous me dites que maître, j'ai subi un préjudice du fait d'une ordonnance du président de la République. Moi, avocat, mes démarches à moi vont tendre à obtenir réparation de votre préjudice, du préjudice que vous avez subi, vont tendre à obtenir que vous soyez rétabli dans vos droits. Tenez, lorsque Ubulu et Kilomba saisissent Théodore Ngoï pour obtenir réparation, soi-disant, de préjudice qu'ils auraient subi, le conditionnel a tout le sens dans la phrase, le maître, sinon l'avocat qu'est Théodore Ngoï, tout ce qu'il a vu comme procédure à entamer pour obtenir réparation des préjudices subis par ses clients, c'est solliciter la destitution du président de la République, mon œil. Si par malheur, admettons par absurde, que nous tous, juristes de ce pays, nous soyons devenus ignorants et que nous acceptions que le seul borgne qui est dans notre royaume des aveugles serait Théodore Ngoï et que l'on puisse destituer le président de la République, allez lui poser la question. Le fait de destituer le président de la République aurait quel impact positif sur ses propres clients? Est-ce que la destitution du président de la République annule, parce que le président de la République c'est une institution, annule tous les actes que le président avait posés pour que ses clients soient rétablis dans leurs droits? Non. Les ordonnances du président de la République sont des actes administratifs qui peuvent être attaqués pour soit excès de pouvoir ou empiètement des fonctions, je ne sais pas pour quelle autre irrégularité, devant le Conseil d'État. Lorsque un citoyen lambda constate que le président a violé ses droits lui garantis par la Constitution ou par d'autres lois et instruments juridiques internationaux et qu'il veut être rétabli dans ses droits, il saisit le Conseil d'État en procédure précise ou précisée par les lois du pays pour que le Conseil d'État procède à l'annulation des ordonnances du président et le rétablisse dans ses droits. Fayulu et Ngoï ont voulu tout simplement amuser la galerie pour qu'on parle d'eux en bien ou en mal. C'est une façon d'exister. Martin Fayulu n'a plus de discours politiques. Il fait ses manifestations, il fait ses déclarations, il n'est pas inquiété, il cherche quand même à s'accrocher à quelque chose qui peut faire son actualité. Vous avez parlé, le président est une institution. Est-ce que le président est au-dessus de la loi? Le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. C'est pour cette raison, d'ailleurs lui-même, je suis l'un de ses soutiens farouches. Farouche, passez-moi l'expression, inconditionnelle. Eh bien, lui-même a toujours dit qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas au-dessus de la loi. Le président de la République fait ce que les lois du pays lui donnent comme possibilité pour accomplir ses fonctions de président de la République. Mais encore une fois, lorsque vous parcourez les annales des décisions de la Cour suprême de justice, de la Cour d'appel ou de toute autre juridiction, vous verrez que même à partir du temps de Mobutu où il y avait la grande dictature, les ordonnances du président de la République ont été annulées dans ce pays. Le président Mobutu, tout puissant qu'il était, tout dictateur tyran qu'il était, permettait à ce que
ces ordonnances, lorsqu'elles étaient attaquées d'irrégularité, soient annulées. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, humain qu'il est, peut aussi, par inadvertance, par imprudence, violer une disposition légale, une disposition constitutionnelle. Et lorsque cette violation porte préjudice à un individu ou à un groupe d'individus, ces gens ont tous les droits du monde de pouvoir initier des recours légaux tendant à obtenir réparation, annulation des ordonnances et réparation de leurs préjudices. Théodore Ngoï, un avocat, parce qu'avocat il est, juriste on peut en discuter, n'en déplaise mon frère et confrère Kaïcha, Alidor, qui semble aduler son professeur. Heureusement, moi il ne m'a pas enseigné, tant mieux. Eh bien, tout avocat qu'il est, il sait quelle est la voie indiquée pour aller solliciter réparation des préjudices subis par ses clients. Encore faudra-t-il savoir si Ouboulou et Kilomba l'ont consulté. Fayoulou n'est ni juge, ni qui d'autre dans ce pays ayant le pouvoir d'annuler les ordonnances du président de la République. Que dit la loi au sujet de la durée de mandat de hauts magistrats? Vous parlez des hauts magistrats, il y en a beaucoup, et leurs mandats ne sont toujours pas organisés par rapport à leur durée, n'est-ce pas? Mais je pense, je vais vous aider, vous êtes journaliste, vous n'êtes pas juriste, même si ça rime bien. Vous parlez justement des hauts magistrats, pas même des hauts magistrats, mais des membres de la Cour constitutionnelle. Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés à 9 pour un mandat. Chacun a un mandat de 3 ans. Et ils sont renouvelés par tiers tous les 3 ans. Et ce, par tirage au sort. Comme vous le savez, il y en a qui viennent du président de la République, il y en a qui viennent du Parlement et il y en a qui viennent du Conseil supérieur de la magistrature. Ces gens sont nommés par le président, notamment les 6, donc 3 du Conseil supérieur, 3 du Parlement, sont nommés par le président après leur désignation par les organes que je viens de citer. Ce qui veut dire que le président ici a une sorte de compétence liée. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a déjà désigné, le président ne doit que nommer. Dans le cas sous examen, j'ai dit qu'ils sont renouvelables par tiers tous les 3 ans. Maintenant, c'est là que les pseudo-juristes font une grave confusion. Ils disent que oui, Kilomba et Ouboulou n'ayant pas encore fait 3 ans, ils ne pouvaient pas être remplacés à la Cour constitutionnelle. Ils ne pouvaient pas être déplacés de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation. C'est là qu'il faut fausse route. Pourquoi? Parce que si la Constitution prévoit l'unique mode de remplaçant ou de remplacement des juges de la Cour constitutionnelle qui est le tirage au sort par tiers et après 3 ans, la loi organique sur la Cour constitutionnelle prévoit que ces juges-là peuvent être nommés ailleurs, même pendant leur mandat. J'ai cité ici les articles 31, 34 et 35 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Et dans les cas d'espèce, j'ai dit que ce sont les organes d'où viennent ces juges-là qui doivent désigner. Les juges Ouboulou et Kilomba ont été proposés au président de la République parce qu'il ne faut pas oublier que eux sont des magistrats de carrière. Ce qui n'est pas le cas d'autres qui étaient là. Ils sont en dehors pour eux d'être membres de la Cour constitutionnelle. Ils sont également magistrats de carrière, donc gérés par le Conseil supérieur de la magistrature, qui peut avoir besoin d'eux
à tout moment, par le temps qui court d'ailleurs. Pendant la lecture de ces nominations-là, vous avez constaté qu'on a envoyé beaucoup de nouveaux juges à la Cour de cassation. Et eux, Oboulou et Kilomba, qui étaient déjà membres de la Cour de cassation, des juges expérimentés, le Conseil supérieur de la magistrature avait besoin d'eux pour aller former les nouveaux juges qui ont été envoyés à la Cour de cassation. Le Conseil a considéré qu'il peut les enlever de la Cour constitutionnelle pour les envoyer à la Cour de cassation afin de travailler pour l'honneur de la magistrature. Le Conseil a proposé leur nom au président de la République et le président de la République a nommé. Allez-y. Après les politiques, maître, on a l'impression que ce sont les juristes qui enfoncent le pays au fond du gouffre. Non, madame, les juristes que nous sommes, les juristes ne peuvent jamais emmener le pays dans le gouffre. Ce sont ceux qui se réclament juristes, mais qui ne le sont pas en réalité. J'insiste sur le fait que ce n'est pas le fait pour quelqu'un d'avoir fréquenté la faculté des droits. Ce n'est pas le fait pour quelqu'un d'avoir fabriqué une thèse, d'être passé par devoir et tort pour la soutenir, d'avoir porté la robe des professeurs d'université ou des docteurs. Le juriste, c'est celui qui a le réflexe de l'exégèse des textes. Donc, tous les tambourinaires, tous les usiniers, tous les marchands de faux savoirs qui en certifient le parchemin de la fausseté par les déclarations du genre logoré à la télévision ne sont pas des juristes. Ne vous laissez pas abuser par ces gens-là. Tout juriste sérieux, tout juriste de ce nom, digne de ce nom, doit vous dire ce que je vous ai dit. Allez dire à Théodore Ngoï, allez dire à un certain Kodjo que j'ai vu gesticuler sur des chaînes de télévision avec toute une malle de livres, que en ce qui concerne les compétences de l'intérimaire du Premier ministre, ils doivent aller consulter le Conseil constitutionnel français pour voir cet arrêt de principe que je vous ai évoqué tout à l'heure, qui dit que l'intérimaire a l'intégralité du pouvoir lié à la fonction qui lui a été confiée comme telle. En parlant du Premier ministre, que pensez-vous du contre-seing de ce dernier concernant la mise en place dans l'armée et dans la police? Mais c'est ce que je venais de vous dire ici. Le contre-seing est prévu par la Constitution. Le contre-seing doit être apposé par le Premier ministre. Le contre-seing a été apposé ici, dans le cas que vous évoquez, par le Premier ministre faisant office de ses fonctions, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur qui avait été désigné par Ilunga Kamba comme étant son intérimaire. Lorsque vous me dites qu'est-ce que j'en pense, je pense que le contre-seing a eu lieu. N'en déplaise ceux qui pensent que non, il ne pouvait signer que, je ne sais pas, les bulletins des enfants de Ilunga Kamba ou les autorisations des dépenses des cacahuètes. Non, moi je vous ai lu ici une jurisprudence d'une structure sérieuse. Le Conseil constitutionnel français, c'est de là que nous nous sommes inspirés. Lorsque, à l'époque, j'étais encore assistant de recherche et personnel du professeur Kalungu Mbikaï, qui était président de la commission permanente pour la réforme des droits congolais, c'est nous qui avons initié en son temps les projets de loi, à l'intention du gouvernement bien entendu, les projets de loi qui ont abouti au saucissonnement de la Cour suprême de justice pour que ça devienne la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Et lorsque je parle de ces choses, je sais ce que je dis. Dans ce contexte de coalition politique, est-ce que la signature du Premier ministre est simplement protocolaire? Mais écoutez, lorsque la Constitution a prévu cette signature ou ce contre-seing du Premier ministre, il a envisagé la possibilité d'un gouvernement monopolitique et d'un gouvernement hétéropolitique. Ici, le constituant ne connaît pas vos histoires-là de coalition par rapport au contre-seing. Le constituant a dit, c'est le Premier ministre qui doit contresigner
Eh bien, dans le cas d'espèce, c'est le Premier ministre qui a contresigné, point barre. Allez raconter vos histoires là de coalition au Parlement debout chez les bérets rouges terroristes d'un parti politique dont je ne voudrais pas citer le nom ici. Eh bien, la coalition n'a rien à foutre avec le contre-saint. Que ces gens-là aillent vous raconter leur petite vie ailleurs. Lorsque nous parlons du contre-saint, nous parlons donc des dispositions constitutionnelles, nous parlons des dispositions légales, nous parlons du droit. Alors, la coalition, que ce soit à l'UDPS ou au FCC, ça n'a rien à voir avec le contre-saint. Le président de la République est en coalition avec le FCC. Pensez-vous qu'il peut défier un jour, politiquement parlant, peut-il défier un jour le FCC? J'aimerais que vous posiez cette question autrement, c'est-à-dire à l'envers. Parce qu'en réalité, le président de la République ne doit défier personne. Au contraire, ce sont ces individus-là qui veulent défier le président de la République. Mais bien sûr, je parle de cet axe de mal qui veut défier le président de la République. Mais là, ils doivent comprendre que le président de la République est au sommet et au-dessus de la mêlée et ils ne peuvent pas aller l'atteindre. Et là, ils auront, s'ils osent bien entendu, tout le peuple congolais sur leur chemin. Ne pensez-vous pas que le président de la République a besoin d'un dialogue politique? Bon, écoutez, le dialogue, comme on dit chez nous, l'arbre à palabres, c'est l'ADN des Africains. Le dialogue est toujours bienvenu dans une démocratie. Le président, d'ailleurs, ce n'est pas seulement ici chez nous. Très souvent, lorsqu'il y a des problèmes de la nation, vous voyez, même en France, le président recevoir les différentes tendances politiques. Eh bien, si le président Fachi le faisait aussi ici chez nous, ce n'est pas mauvais. Mais moi, personnellement, je ne suis pas pour un dialogue qui viendrait encore chambouler l'ordre institutionnel établi. Est-ce qu'un dialogue politique est nécessaire pour la République démocratique du Congo? Pour la Constitution, en fait, pour la mise en œuvre de la Constitution ou la marche de la République démocratique du Congo, on a besoin d'un dialogue politique? Le dialogue, je me répète, est toujours bienvenu. C'est-à-dire lorsqu'il a pour objet de cogiter autour des problèmes tendant à faire avancer le développement du pays. Mais le dialogue, comme ce que j'ai vu Kabila faire ici, concertation, consultation, tendant à contenter tout le monde, appeler tout le monde à la table des beefsteaks pour que tout le monde ait la bouche remplie afin que personne ne puisse rien dire, c'est mauvais. Parce que c'était fait dans le but de mettre tout le monde dans sa poche et assurer les mandats éternels. Je ne suis pas pour ce dialogue-là. Le président Fachi est un démocrate. Si dialogue il y a, c'est pour savoir comment on peut améliorer la desserte de courant électrique, la desserte d'eau potable, comment on peut améliorer d'ailleurs la qualité de l'enseignement après son coût d'avoir assuré la gratuité. Si le dialogue est dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le port en eau profonde de Banana soit érigé le plus vite possible? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le barrage Katembe soit construit et terminé afin que le peuple du Kasaï puisse voir un peu une petite lumière? Voilà le dialogue dont on a besoin. Mais le dialogue du sens, non, venez, bon, on fait remue-ménage, MLC entre tout ça. Non. Chibala vient, Badiba vient aussi. Non, moi je ne suis pas d'accord pour ce dialogue-là. Le président est là, qu'il travaille, qu'il ne perde pas le temps dans cette guerre politicienne. C'est ce qui a empêché Joseph Kabila de bien travailler dans ce pays. Il a fait 18 ans, il est sorti et il nous a laissé dans une misère noire. Parce qu'il a passé tout son temps à contenter les uns et les autres dans le but de s'éterniser au pouvoir. Le président Fachi n'a pas l'ambition de s'éterniser au pouvoir. Il a tout seulement la passion de bien servir le Congo et d'assurer le mieux-être du peuple congolais. Il n'a pas besoin d'accueillir tous ces charlatans qui viennent lui dire non, faisons ceci pour cela. Non. S'ils viennent, c'est pour l'aider à bien faire son boulot. Une toute dernière question pour finir. Oui. Que pensez-vous de la démarche de G13?
Oui, mais bien sûr, madame, je vous voyais déjà venir avec cette question. En réalité, lorsque vous avez posé la question sur le débat, les dialogues, les consultations, les concertations, je savais que vous faisiez allusion à ce fameux groupe des 13. Hein? Bon, écoutez, ils sont maintenant 12, malheureusement pour eux. Bon, c'est vrai que même les 13 parlementaires d'heureuse mémoire, c'est-à-dire pilotés par... Ngaloula Mpandangila et Etienne Tshisekedi Wamulumba, pour ne pas citer le vieux Baba Katanga Kyungwa Koumanza, ont aussi commencé à 13 et ils se sont retrouvés peut-être un seul, c'est-à-dire le président Etienne Tshisekedi. Comme je le disais, madame, j'ai répondu d'ailleurs à votre question précédente en pensant à la suivante. C'est-à-dire, ils sont les bienvenus et moi je les ai suivis. Leur démarche, elle est bonne dans notre contexte si elle tend à améliorer notre processus électoral. J'ai entendu par-ci par-là certaines de leurs idées, notamment sur cette histoire des suppléants. On m'a dit qu'ils veulent qu'on procède à la réforme de la loi électorale afin que notamment un suppléant, le suppléant d'un député, ne soit que celui qui a récolté le plus grand nombre de voix dans sa circonscription. Je suis pour cette réforme parce que ça va nous éviter les histoires de moi je suis candidat député, ma femme première suppléante, mon fils deuxième suppléant, de sorte que si je pars c'est ma femme, si ma femme part c'est mon fils. Eh bien déjà cette proposition de réforme obtient mon assentiment. Et donc, je soutiens ce genre de dialogue, je soutiens ce genre de démarches si elles sont, les démarches bien entendu, de nature à améliorer notre tissu socio-économique, notre vie politique, notre cycle électoral. Si ça peut tendre à moraliser, ne serait-ce notre vie politique. On est à la fin de cette émission, mais avant de terminer, j'aimerais que Maître Verlin Kayi-Samba lance un message à la population congolaise. L'unique message que j'ai à lancer à la population congolaise, c'est de soutenir le président de la République. Soutenir cet homme qui a de très bonnes idées, cet homme qui est déterminé à améliorer tant soit peu notre vivre quotidien. Cet homme qui a toute la volonté du monde à améliorer le vivre congolais. Mais cet homme qui a beaucoup, et alors beaucoup de, j'allais dire ennemis, mais adversaires qui veulent lui mettre les pots de banane sur sa route, eh bien, je demande au peuple congolais de les soutenir pour notre bien à nous tous. C'est la fin de cette émission, madame, monsieur. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle édition. Bauti bozolanda chaîne abiso ya Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Ah bon, nous sommes court penda base de le numéro. Blaise Makozo Yoka. 1/0D. Désormais, suivez un prophète Akitambo sur Africa TV Network. Nazali Awa, Bamateya, ba prédication. Nasenga ba tous s'abonner pour nakolanda mateya. Il y a un prophète Akitambo. Tous s'abonner ebele. Namakasité, Nabopétignon surtout avec Mouké Image. Sois béni. Merci. Oui, je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi, you guys. You're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned and keep watching. Ouais, ozali ndeko na bino jo mukamba. Osabone makasi na chaîne na bino ya YouTube. African TV Network chez Mouké Image 10 ans d'avance. Dieu Mukamba African TV Network. Pour s'abonner massivement, check c'est pas pareil. Dieu Mukamba. Mujiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wakaka, tujiunge wadada. Ndena okepa les grands boss. 10 ans d'avance Mouké Image. Ndena okepa na ye.